Et alors, des questions qui forcément vont ramener autour de ton cas d'accompagnement, mais ça m'intéresse d'avoir ta vision, puisque tu as occupé ce poste-là. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire, incontournable, disons, d'avoir son propre service RH en interne dans un hôtel? Alors, je pense que ça dépend du nombre de... Enfin, je vais un peu nuancer ma réponse, mais je pense que pour avoir son propre service RH, c'est-à-dire avoir une personne, une RH, tu vois, qui a été formée pour, ou en tout cas, que ce soit formation initiale ou au cours de son expérience professionnelle, je pense que ça a du sens à partir d'un certain nombre de collaborateurs. Alors, j'ai pas fait d'études sociologiques, économiques sur le sujet, tu vois, je vais pas dire à partir de 42 collaborateurs il en faut un, mais je pense déjà que quand tu dépasses les 40 collaborateurs, faut quand même se poser la question. Tu vois, Oui. Je pense que quand tu arrives à 50, 60, je pense que oui, il te faut une personne formée dédiée au RH. Pour autant, c'est pas parce que tu as un petit hôtel. Tu vois, moi j'ai des clients, ils ont 9, 10, 11, 15 salariés, tu vois, c'est pas des grosses structures comme j'ai pu connaître quand j'étais salariée. Là, bien sûr, tu vas pas avoir une personne RH, il faut la payer cette personne, tu vois, et puis il faut qu'elle ait du travail de A à Z, etc. Par contre, je pense que c'est essentiel d'avoir une personne en interne qui soit formée aux bases du RH et du droit du travail. Ça peut être le DG, ce serait le plus logique. Ça peut être peut-être aussi, je sais pas si on a une comptable ou une assistante du DG en interne, si elle a l'appétence ou s'il a cette appétence-là, pourquoi pas le former sur le sujet. Mais pour les bases, tu vois. Parce que ce qui se passe, c'est que moi j'ai des petits clients dans le sens en termes de personnes, moi je regarde ça, pas en termes de chambre. Et j'ai des clients sur 200-250 salariés. Donc, tu vois, j'ai un peu les deux. Et les petits hôtels avec peu de salariés, le problème, c'est qu'ils m'appellent pour des choses. Je dis, mon Dieu, ça pourrait tellement être évité. J'ai dit, mais formez-vous. Formez-vous parce que vous auriez même pas besoin de m'appeler, en fait, pour réparer la case derrière. Erreurs basique un peu de droit de du base, travail. Tu vois, laisser passer une période d'essai. Oui, mais j'avais le délai de prévenance. Oui, mais non, vous mettez fin à la date de fin. Ça, si on vous le dit une fois, après vous le retenez toute votre vie. Bien sûr. J'ai pas fini mon CDD. Aujourd'hui, on peut se prémunir de ça. On a des rappels, c'est quand même facile, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, donc je pense que voilà, il faut qu'il y ait, à mon avis, c'est moi qui le dis, mais à mon avis, il faut toujours qu'il y ait une personne qui ait cette formation-là. Et quand on commence à avoir un nombre de collaborateurs plus important, une personne dédiée, ça me semble important. Ouais, en interne. Je pense que c'est un bon conseil pour l'hôtelier et c'est parfois un choix très court-termiste et pas très économique de se dire je vais faire justement l'économie d'un poste et après de se retrouver dans des situations qui peuvent vite coûter beaucoup plus cher aussi. Bien sûr. Ça va coûter beaucoup plus cher en termes de frais d'avocat, en termes s'il y a du contentieux, en termes de marque employeur aussi, parce que si derrière tu ne respectes pas la législation, ça se sait. Tu vois, petit à petit, il peut y avoir une mauvaise réputation aussi. Bien sûr. Et finalement, voilà. Et puis la charge mentale aussi. C'est bien aussi des fois de déléguer cette partie-là à une personne qui sait faire. Complètement. Et alors sur ce podcast, tu le sais peut-être, je parle souvent de sujets notamment RH, mais qui moi me passionnent parce que c'est de l'expérience collaborateur. J'ai notamment fait un épisode, tu vois, que sur l'onboarding collaborateur avec moi mes conseils un peu opérationnels pour l'expérience. Moi, j'aimerais bien avoir ton prisme RH droit. Ce serait quoi pour toi les points d'attention spécifiquement à l'onboarding, pourquoi pas? Ouais. Avec plaisir, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Onboarding, intégration, on est d'accord. Si tu parles de la même chose, de l'arrivée du collaborateur. Absolument. À partir du moment où il signe sa promesse d'embauche, par exemple, jusqu'au moment où il commence à intégrer l'entreprise. Ouais. Alors, point de vue droit, ça va être assez court. Ça va être les bases, un contrat de travail signé, au plus tard le jour de l'embauche, c'est mieux pour un CDI et surtout pour un CDD. Ce que je disais tout à l'heure, attention à la période d'essai. Je parle vraiment purement droit, de pas laisser passer les délais, puisque si vous laissez passer les délais, vous pourrez plus rompre avec une période d'essai sans motif, puisqu'il n'y a pas besoin de motif pour rompre une période d'essai. Il suffit juste de dire je romps la période d'essai puis de faire un petit écrit pour le formaliser. Par contre, une fois que la période d'essai elle est passée, eh bien, si on veut arrêter avec le salarié, il n'y aura que le licenciement pour arrêter la relation, point de vue employeur. Oui. Et là, le licenciement, tout de suite, en France, ça se motive. devient très compliqué. Ça se motive, tu vois. Et donc, c'est important parce que des fois, une journée suffit. Il suffit de dépasser d'une journée la fin de la période et c'est trop tard. Donc ça, moi, ce que je faisais, donc moi, j'étais toujours RH, donc c'est moi qui j'essaie de soulager mes chefs de service avec ça. Je me mettais moi des rappels.
Parce que des fois, on avait beaucoup d'embauches en début de saison. C'était un hôtel permanent, mais avec beaucoup d'activités saisonnières. J'embauchais quasiment 100 saisonniers qui arrivaient à peu près en même temps, tu vois. Donc, en termes de période d'essai, tu avais un suivi de fou. Et je faisais des rappels au chef de service. Fais une période d'essai dans ton temps. Fais une période d'essai dans ton temps. Fais le point. Fais l'entretien. Veux-tu le garder? Veux-tu prolonger? Tu vois. Et si on n'a pas de RH, c'est se faire un petit rappel tout bête dans son Outlook. Dans son Outlook. Franchement, moi, j'ai travaillé avec ça pendant longtemps. C'est le meilleur outil quand on sait l'utiliser correctement. Oui. Direct. T'attends pas à te dire on verra. Non, t'as le contrat qui est signé. Oui. C'est, tu vois, tu fais ta checklist, tu vois. Je note à tu fais ta checklist. Comme ça, t'es tranquille et ça viendra à toi. T'as pas besoin de te souvenir de tout, c'est pas possible. Il faut des petits des rappels comme ça. Donc, d'un point de vue juridique, c'est surtout ça finalement, le contrat et puis la période d'essai. Après, d'un point de vue RH, alors pour moi, c'est hyper important et des fois, je me suis sentie dans les hôtels où je pouvais être, avec certains chefs de service, heureusement, pas avec tous. Je les embêtais, tu vois, pour pas dire autre chose, avec cette histoire d'intégration. Tu vois, eux, ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite. Oui, mais Laure, tu te rends pas compte, il m'a planté ce salarié, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai du mal à recruter, il faut qu'il commence là, j'ai le resto plein. Et ouais, je sais que c'est tentant. Et donc moi, j'essayais vraiment de les convaincre de l'importance de l'intégration. Donc j'espère que la plupart ont compris. Donc qu'est-ce que tu entends par intégration? Alors, pour moi, c'est très clair. Et en plus, j'appuie là-dessus. Mais qu'est-ce que tu mets là-dedans? C'est quoi ce temps d'intégration dont tu parles? Alors pour moi, le temps d'intégration, il passe par plusieurs phases, je pense. Mais en fait, je pense surtout que tout ce que je vais dire, ça va dépendre de la taille de l'hôtel. Tu vois, la taille, ce que peut faire l'hôtel et la taille de l'hôtel, mais physique de l'hôtel, tu vois. Je pense que ça dépend de ça. Donc, qu'est-ce que c'est faire en sorte, en gros, que le collaborateur, avant qu'il arrive et quand il arrive, en fait, il se sente accueilli, il se sente bienvenu, il se sente bien. Tu vois, c'est hyper important la première impression et il faut que il ait l'impression d'être chez lui, en fait, tu vois, et de se dire, je vais vraiment m'éclater dans cet hôtel. Il y aura peut-être très des hauts, il y aura peut-être des bas, parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, rien n'est jamais parfait, ça n'existe pas. Mais en tout cas, cette première impression, elle est super importante. Et donc, c'est accueillir le collaborateur d'une bonne manière. Et après, pour ça, je pense qu'il y a plein de petits outils qui existent, qu'on peut mettre en place. Et ça, la mise en place, ça dépend encore une fois de chacun. Je peux en parler si tu veux, des exemples. Avec plaisir. Moi, j'en ai déjà donné plein avec mon prisme. Ouais. Et ça m'intéresse d'avoir le tien aussi et peut-être d'autres exemples. Ouais, alors je vais te donner quelques exemples que j'ai vécu moi en tant que collaboratrice quand je suis arrivée. Je te parle par exemple à l'Ibis Berthier quand je suis arrivée. Et c'est quelque chose que j'ai reproduit ensuite quand je l'ai pu. Je trouvais ça génial. 2 trucs que j'ai retenus là-bas, c'est une nuit d'intégration. C'est-à-dire que j'avais fait ça la veille de mon premier jour. Ça peut être avant aussi. J'avais dormi à l'hôtel. C'est génial. J'avais fait comme un client mystère entre guillemets, tu vois. J'ai fait mon check-in. J'ai mangé au resto le soir, j'ai dormi à l'hôtel et j'ai pris mon petit-déj. C'est génial, tu vois. C'est incroyable. Franchement, c'est génial. Et surtout quand moi j'étais RH, donc c'est bien, ça m'a permis de voir des chambres que j'aurais jamais vues. Mais je me dis, en plus, si t'es en réception, tu vis l'expérience client, tu vois. Je trouve ça génial. C'est essentiel. Et s'il vous plaît, n'attendez pas 1 an ou que la période d'essai soit validée avant d'offrir ces nuits-là, parce que je trouve que ça doit faire partie du coût de l'onboarding, en fait. On investit là-dedans, ça nous coûte une nuit d'hôtel, alors ça nous coûte finalement pas grand-chose, mais on le fait parce qu'en fait, on met toutes les chances de notre côté que le collaborateur, ça lui plaise, qu'il découvre aussi l'expérience et qu'il a envie derrière de se défoncer pour donner une meilleure expérience encore aux clients qui vont séjourner dans une chambre comme il l'a fait. Top, ouais, mais complètement. Donc ça, c'est vrai que si on peut le faire, moi, je trouve ça génial. Autre truc que j'ai trouvé absolument génial et que j'ai reproduit dans beaucoup d'hôtels et j'ai vu la différence sur les collaborateurs et la vitesse d'intégration dans l'hôtel et auprès des autres équipes, c'est faire un switch avec les autres services. Je m'explique, je dis n'importe quoi, j'ai un collaborateur qui bosse en réception. Je lui fais en accord avec les managers, tu vois, bien sûr, je lui fais, par rapport au timing, j'entends, par rapport aux dates, mais c'était dans la première semaine d'arrivée. Le réceptionniste, par exemple, il allait passer une journée entière à la housekeeping faire les chambres. Ouais. Tu vois, il allait une demi-journée à un service du midi comme serveur, une demi-journée en cuisine, tu vois. On avait un service résa, il passait 2-3 heures en réservation pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et si tu veux, franchement, au bout de la première semaine, il connaissait quasiment beaucoup de monde, tu vois. Et ça, toi, tu le recommandes dès l'intégration?
Ah ouais, moi je le faisais la première semaine. Alors j'ajustais en fonction du Théo, tu vois, je regardais quand c'était le meilleur moment, etc. Mais ouais, c'était la première semaine. Et je peux t'assurer, à la fin de la première semaine, il saluait, il était à la réception. En plus, nous, c'était un gros hôtel, tu vois, et c'était c'était un peu resort, donc la réception et le restaurant étaient très éloignés, tu vois. Ils se seraient jamais connus sinon. Et là, ils se saluaient, ils saluaient le chef, le chef, salut Gérard, ça va? C'était génial. C'était top. Ça change tout, hein. Ouais. Moi, je suis très convaincu de ça, particulièrement en plus sur des postes comme ça de réception où ils vont être un peu ce qu'on appelle le centre névralgique, tu sais, où ils vont être en lien avec tout le monde et devoir passer des communications. C'est tellement plus facile. Et après, il y a, dans mon jargon, on appelle ça le vie ma vie, où on se fait carrément échanger sur une journée ou deux de postes entre deux personnes pour qu'ils découvrent l'un l'autre. Mais dans l'onboarding, c'est plus difficile à faire. En revanche, un peu la visite découverte et passer une demi-journée dans un service, c'est exceptionnel en termes d'intégration. Moi, je trouve que ça fait un boost incroyable. Et tu vois, d'un point de vue purement RH, c'est-à-dire bien-être au travail, bien-être entre les collaborateurs entre eux, tu vois, il y a des fois, je me souviens, sur un hôtel, il y avait des tensions entre la housekeeping et la réception. Les gens ne sortent pas assez vite, le client est devant moi, oui, mais attends, tu te rends pas compte le boulot qu'on a, enfin bref. Et le fait d'aller dans les autres services, de comprendre les contraintes pour le réception de la housekeeping et vice-versa, si tu veux, ça permet quand même une meilleure entente entre les services, tu vois. Complètement. Ouais. Donc ça, c'était top. C'est des idées finalement assez connues et globales, mais en fait, ça fait du bien de les répéter parce qu'elles ne sont pas pratiquées partout. Et pourtant, toi, RH, moi, opérationnel, on a vécu chacun de notre côté l'impact positif que ça pouvait avoir. Donc clairement, il faut le faire et c'est assez peu coûteux finalement. Ça coûte rien. En fait, ça coûte un peu de temps. Tu vois, et de volonté de vouloir le faire. Mais en fait, du temps, on peut tous en trouver, tu vois. Enfin, il y a des fois, faut arrêter. Oui, j'ai pas le temps. Attends, c'est quoi tes priorités? Voilà, tu vois. Évidemment. Voilà, bon, ça, c'est les trucs que j'ai bien aimé mettre en place quand je l'ai pu. Après, très rapidement, mais ça, je pense que tu en as déjà certainement parlé, les trucs de base. Moi, je faisais, en tant qu'RH, j'avais un kit d'intégration. Tu vois, j'avais tous les documents de l'hôtel, j'avais créé avec l'équipe, on avait créé un petit manuel un petit kit de bienvenue, tu vois, sur le plan, il y avait un plan d'hôtel, la cantine, comment ça se passe, tu vois, vraiment pour que le salarié, avant qu'il arrive déjà, il ait un petit peu toutes ces infos-là. Donc ça, bon, c'est assez basique, mais c'est pas toujours fait. Mais néanmoins pense, efficace, c'est effrayant d'arriver dans un hyper établissement efficace. Et on ne sait pas quoi et où, quel numéro appeler, quel est l'organigramme, quel est l'historique de l'hôtel. Donc on peut le mettre en effet à l'ancienne sur un livret papier. Moi j'ai beaucoup été accueilli comme ça fonctionne très bien. On peut maintenant digitaliser ça, on peut faire du e-learning, enfin on peut pousser plus ou moins haut et loin le curseur, mais l'idée c'est quand même de le faire, qu'il y a un kit de bienvenue, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est la base, tu vois, mais bon, ça me semble important. Et puis au-delà de ça, si tu peux, enfin moi, je remets ma casquette un peu plus avocate que RH, mais si t'as un règlement intérieur, comme ça, t'es sûr qu'il est communiqué. Enfin, tu vois, bref, tout ça, ça peut avoir aussi un aspect intéressant. Et ça, c'est très bête et méchant droit pour le coup, mais tu sais, on m'a pas dit ou j'étais pas au courant. Si en fait, vous avez signé un règlement intérieur quand vous êtes arrivé, on vous l'a remis dans votre livret, il est accessible. Donc ils te diront oui, mais je l'ai pas lu. En fait, c'est ton problème. Ah bah oui, mais c'est ça. D'un point de vue droit, t'es quand même obligé, et ça te fait gagner du temps et éviter des problèmes de l'avoir mis à disposition. Ouais, complètement. Non, mais c'est ça. Donc voilà, et puis après, c'est encore une fois en fonction de chaque hôtel. Moi, je sais que j'avais un hôtel qui était très grand quand j'étais à Saint-Barth. Ça, pareil, on croise le RH avec le légal, mais on avait un responsable sécurité. Et du coup, lui était super content de faire ça parce que on lui demandait jamais ce genre de choses, et donc il faisait des visites sécurité. Où sont les extincteurs? Où est le point de rassemblement? Ça sonne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, à la réception, comment on désarme, etc. Donc il y avait une vraie formation, et je faisais signer comme quoi il y a eu la formation. Donc c'était vraiment gagnant-gagnant des deux côtés, puisque l'hôtel aussi montrait qu'il avait fait des actions pour faire attention à la sécurité des biens et des personnes. Et puis, je faisais également, tu vois, on avait s'il y a beaucoup d'hôtels saisonniers qui nous écoutent. Moi, j'avais une centaine de saisonniers qui arrivaient en octobre. Et donc, on faisait une grosse réunion générale, tu vois, et de 2-3 heures. Et on faisait une visite de l'hôtel, tu vois. Après, tu peux le faire même de manière fun, hein. On faisait des jeux de piste, tu vois, comme ça. Et c'est chaque chef de service qui avait 10-15 collaborateurs, tu vois, et qui faisait la visite. Et puis, voilà, pendant 2 heures, on leur parlait un petit peu de la culture de l'entreprise, de comment ça allait se passer, voilà. C'était sympa aussi, cette réunion, et ça permettait, on buvait un coup, tu vois, tout simplement. On est dans un hôtel, quoi. On buvait un petit coup ensemble. Avant le début de la saison, c'était sympa. Pour créer du lien, en tout cas, c'est créer du lien. Des très très bons
conseils. Donc tu l'as dit, après bien faire attention à la partie période d'essai, qui va être un énorme point de vigilance. Hyper important. Complètement. Et possibilité aussi quand même de le dire, de renouveler une période d'essai. Si on a des doutes, des interrogations, mais il faut dans tous les cas faire l'entretien et le signifier par écrit que la période elle est renouvelée. C'est ça. Je peux faire mon petit point droit comme ça, tout le monde, et vas-y, on est là pour ça. Les auditeurs ne se trompera sur la période d'essai. Là, tu viens de gagner du temps. C'est que tous ces ateliers qui t'écoutent, qui ne feront plus cette erreur, vas-y. C'est ça. Donc effectivement, la période d'essai. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut absolument qu'elle soit notée dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai et la possibilité de renouveler. D'accord ? Ensuite, comme tu l'as dit, il faut pas se louper sur les délais. Et donc, le renouvellement doit se faire avant la fin de la période initiale qu'on a marquée. Donc, si on a marqué 2 mois, il faut qu'avant les 2 mois, j'ai fait mon entretien et que j'ai remis le courrier, que le salarié, il faut pas juste qu'il signe ou qu'on lui envoie par mail, il faut qu'il écrive « J'accepte de renouveler ma période d'essai ». Tu vois, ou peu importe la manière dont il dit, mais il faut que ce soit vraiment express. Et là, tu renouvelles donc ta période d'essai. D'accord ? Et après, et c'est là où il peut y avoir des erreurs, je pense, c'est surtout sur ça. C'est pas un délai de préavis, on appelle ça un délai de prévenance. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée du contrat qui a déjà été faite, toi, employeur, tu dois prévenir, et ça dépend de la durée, 48 heures avant, 2 semaines avant, ou 1 mois avant, ton salarié que ça va se terminer. Que tu arrêtes la période d'essai parce que tu es insatisfait. Voilà. Tu dois lui dire, imaginons que je me souviens plus des délais, tu as fait moins de 2 mois de contrat. De mémoire, c'est très long pour l'employeur. Par contre, c'est assez court pour l'employé quand lui veut partir et rompre la période d'essai. C'est 24 ou 48 heures pour le salarié, c'est très court. Pour l'employeur, c'est plus long, ça peut aller jusqu'à 1 mois, tu vois. Si tu dépasses 3 mois, ça peut être le cas pour des cadres, par exemple. 1 mois de prévenance. Admettons, le cadre, il est à 3 mois de période d'essai, mais toi, tu décides vraiment que dans la dernière semaine que tu ne vas pas le garder. Comment tu fais ? Tu peux. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il y en a qui font cette erreur-là, je pense, que je comprends, qui disent « je n'ai pas respecté mon délai de prévenance, imaginons que ce soit 1 mois pour le prévenir, bon mais c'est pas grave, je le respecte, et au lieu de rompre le 30 décembre, qui était le 31 décembre par exemple, qui était la fin de sa période d'essai, mon délai de prévenance s'arrête en fait au 3 janvier, je vais rompre au 3 janvier à la fin du délai de prévenance, surtout pas. Tu arrêtes ton contrat le 31 décembre et les 3 jours de prévenance que tu n'as pas respecté, tu les payes sur le bulletin de paye. C'est prévu par le Code du travail. Ah oui. Et il ne travaille pas pour autant, il fait plus partie de l'entreprise. Il ne travaille pas, son contrat se termine. Il faut jamais la dépasser cette période. Et j'irai même plus loin. Imagine. Pour toi, il fallait anticiper, mais au moins ça t'évite. T'as une roue de secours. Ouais. Et même plus loin, tu vois, imaginons que ta période d'essai finisse le 31 décembre. Toi, t'es directeur général d'hôtel, tu te rends compte que mince, c'est 31 décembre. T'es vraiment à jour, tu le rends le jour J, quoi, tu vois. Et si t'as 1 mois de prévenance, tu paieras 1 mois de prévenance sur la fiche de paye. C'est toujours mieux que de prendre un prud'homme derrière et de pouvoir traiter ça. Ouais. C'est un très très bon point. J'avais justement des questions un peu de rupture, période d'essai et pour le coup plus largement offboarding. Alors là, pas dans le cadre d'une rupture nécessairement, mais un salarié. On va même prendre ce cas-là. Un salarié dont on souhaite se séparer. Il est en période d'essai. Il est plus en période d'essai, pardon. Il est chez nous même depuis 1 an, mais ça se passe mal. En fait, il est pas au niveau de ce qu'on attendait. Quels sont mes recours en tant que moi employeur pour m'en séparer finalement ? Oui. Alors là, ça va être un licenciement. Si vraiment tu veux t'en séparer, première question, ça va être est-ce que je peux le licencier ? Tu vois, il faut savoir qu'un employeur en France, il peut licencier s'il veut. Il n'est pas obligé de garder un contrat. C'est juste que s'il veut pas avoir de prud'homme, ou s'il veut le faire dans les bonnes pratiques prévues par le Code du travail, il faut qu'il ait une motivation. D'accord ? Donc, si je veux me séparer de salarié, première question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que il fait mal son travail malgré l'accompagnement, les formations, le temps que je lui ai alloué, juste pas au niveau du poste ? Auquel cas, je peux peut-être le licencier pour insuffisance professionnelle. Soit c'est que mon salarié, je veux le licencier parce qu'il est en retard, parce que il porte jamais l'uniforme, parce que il répond mal, parce qu'il parle mal à ses supérieurs hiérarchiques, auquel cas je vais aller sur un licenciement disciplinaire. Quelle que soit la raison de mon licenciement, qu'il soit disciplinaire ou insuffisance professionnelle, il va falloir que je le documente. Tu vois, c'est-à-dire que je peux pas dire oui, il arrive tout le temps en retard. Et oui, sauf que il faut que tu le prouves si on va au prud'homme. Est-ce que tu as des relevés d'heures ? Est-ce que tu lui as déjà dit ? Est-ce que tu as peut-être des attestations de collaborateurs qui peuvent attester de cela ? Tu vois, il faut que tu puisses avoir des éléments pour le prouver. Il faut pas se réveiller un matin, oh c'est bon, lui j'en peux plus, terminé. Tu peux le faire, hein ? Tu peux. Mais bon, voilà. Ça, au risque d'avoir un collaborateur qui se retourne contre toi et qui te colle. Exactement.
C'est un risque à prendre. Après, tu as bien évidemment la rupture conventionnelle, qui est beaucoup plus soft. Et des fois, c'est juste voir, ça c'est vraiment à chacun de voir un petit peu là, de sentir la situation. C'est aller voir son salarié. C'est une bonne privé, alternative, en effet, de s'arranger à l'amiable. Voilà, mais ça le fait pas. Je l'ai déjà entendu. Il y a un peu le côté rageant pour l'employeur, notamment, et même d'autres collaborateurs, de se dire, en fait, le mauvais collaborateur, on va lui signer une rupture conventionnelle, il va partir tranquillement, et le bon collaborateur, on le laisse pas partir, ou quand il veut partir, il fait sa période d'essai. Non, mais c'est vrai. Il y a un peu ce sentiment d'injustice, quand même, que j'entends. Donc moi, je voudrais appuyer sur ce point de licenciement. Je veux me séparer. Alors moi, j'avais dans ma tête, de mes cours de droit qui commencent à dater un peu, je me souvenais de tout ce qui était faute grave, faute lourde, et de la distinction. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut marquer et sanctionner pour faute grave? Et je me souviens qu'il y avait une histoire, un nombre de fautes graves, et on pouvait licencier. Tu peux clarifier ce point-là? Alors ça, c'est une légende urbaine. Ah, ouais. Ça, c'est une légende urbaine. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 ou 2 ou 3 avertissements pour pouvoir licencier. Si ton salarié, il fait des fautes tellement graves que tu ne peux pas le garder, eh bien, tu peux le licencier, même si tu ne l'as jamais sanctionné avant. D'accord. C'est, en fait, les tribunaux parlent toujours de proportionnalité dans la sanction. Il faut que ce soit juste proportionnel. Et motivé, bien sûr, c'est-à-dire documenté. Donc, je m'explique. Déjà, une faute lourde, franchement, c'est très dur de la prouver. La faute lourde, c'est vraiment un salarié qui va vraiment vouloir nuire de manière complètement délibérée à l'entreprise juste pour lui faire du mal. Tu vois, un salarié qui va, je sais pas moi, taguer les murs, enfin, tu vois. Franchement, il faut y aller pour la faute lourde. En général, on est plus sur des fautes graves. Même s'il y a du vol, même s'il y a ce genre de choses, on est plus sur des fautes graves. La faute grave, c'est quand même, comme le nom l'indique, grave, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut te dire que la faute grave, ça veut dire que ton salarié, là, tout de suite, maintenant, faut t'en séparer. Parce que si tu le gardes, c'est préjudiciable pour ton entreprise, pour les salariés, pour les clients, voilà. Tu ne peux pas le garder en préavis. La faute grave, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'annuité de licenciement. Tu vois, donc c'est sec, quoi. Ouais. Tu vois, t'envoies le courrier, c'est terminé. Et après, t'as la faute simple. D'accord? La faute simple, c'est aussi une faute. Mais tu te dis, bon, ok, il a fauté, tu vois. Mais est-ce que il a fauté au point que je sois dans l'impossibilité, tu vois, de le garder pendant le préavis? Peut-être pas. Donc là, tu fais la faute simple. Le salarié, il a son indemnité de licenciement, il a son préavis que tu peux dispenser de l'effectuer, sauf que tu vas devoir le payer. Bien sûr. Mais au moins, il viendra plus travailler parce que des fois, on va pas se mentir. Oui, on préfère que ça s'arrête. Tu te fais licencier. Des deux côtés d'ailleurs. On préfère que ça se tape. Ouais, des deux côtés, c'est compliqué. Donc tu lui paieras son préavis et puis tu donneras une indemnité de licenciement parce que tu estimes qu'il y a une faute. Mais voilà, au vu du dossier, au vu du passif, au vu de la faute qui est sanctionnée, peut-être pas assez grave pour la faute grave. Pour la faute simple, elle est obligatoire, indemnité de licenciement. Et est-ce que la répétition amène de la gravité? Je m'explique. Bien sûr. Tu parlais du retard. Le retard, j'imagine que c'est une faute simple, sauf qu'un collaborateur qui arrive tous les jours à 15 minutes de retard, pour moi, ça devient grave. Oui, exactement. En fait, la faute grave, ça va être dans la répétition et dans la façon. Là, pour le coup, je conseille, si t'es employeur, tu viens me voir sur le sujet, je te dirais, là, pour le coup, fais d'abord un avertissement, tu vois. Il faut quand même que tu essayes de le remettre dans le droit chemin. Tu es tout le temps en retard. Et l'avertissement, c'est autre chose que la faute simple ou grave. Ouais. D'un point de vue droit. En fait, la faute simple ou grave, c'est en termes de licenciement, tu vois. À l'avertissement, en fait, c'est juste, je mets des guillemets, juste un courrier qui va dire au salarié, j'ai constaté, voilà, vous êtes salarié depuis tant de temps dans l'entreprise, vous devez d'être à l'heure à votre poste, en fait. C'est le contrat de travail qui est prévu comme ça. C'est noté dans le règlement intérieur peut-être en plus. Je remarque que depuis tant de temps, vous arrivez en retard, malgré les remontrances orales qu'on a pu vous faire. Voilà, je vous mets en demeure d'être à l'heure à partir de maintenant. Ceci constitue un avertissement. Soit le salarié s'en arrête là, terminé, tu auras fait ton boulot de manager, tu l'auras recentré, et tu gardes ce courrier dans le dossier disciplinaire. Soit le salarié s'en fiche, et malgré ça continue à être en retard encore et encore et encore, auquel cas, là, effectivement, tu peux envisager soit de faire une mise à pied, soit un nouvel avertissement si tu as vraiment musclé ton dossier, soit en fonction du cas, pourquoi pas, faire un licenciement faute grave. Est-ce que c'est pas dangereux? Cas par cas, je plonge là-dedans, mais parce que je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, qui ont déjà vécu des situations. Est-ce que il est en retard, je lui ai mis un avertissement, c'est dans son dossier RH. 3 mois plus tard, il me refait la même chose à répétition, ses collègues s'en plaignent, je le licencie. Est-ce que là, je suis pas au risque, parce que c'est ça que l'hôtelier va se dire, de me prendre un prud'homme et que ça va pas me coûter encore plus cher que d'accepter la situation ou de remuscler encore, comme tu disais, avec un autre avertissement? Alors en fait, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que du moment que tu licencies, même quand tu as un dossier de chez béton, tu vois, tu as toujours un risque de prud'homme.
Toujours. Il faut toujours l'avoir en tête. Il faut pas non plus vivre ça parce que sinon tu fais rien, tu vois. Il y a des fois, tu te dois de... En fait, j'irai même plus loin. Il y a des fois... Enfin, moi, tu vois, j'ai déjà licencié des gens. J'ai détesté ça, franchement. Enfin, je vois pas qui aime ça. Je me levais le matin, j'avais la boule au ventre. J'étais pas bien, tu vois. Alors, je faisais bonne figure, tu vois, devant le salarié. Mais au fond de moi, qui aime licencier quelqu'un? C'est horrible. Mais je le faisais pourquoi? Parce que je savais que si je le gardais, c'est les autres collaborateurs qui en pâtissent. Et oui. Tu vois? Tu peux pas garder un salarié parce que s'il lui arrive tout le temps en retard qu'on lui dit rien, pourquoi moi je m'embête, tu vois? Pourquoi? C'est pas juste? Eh oui. Tu peux pas faire ça. C'est ton devoir de manager. Et là, je lis ça avec mes sujets, mais tu dégrades l'expérience des autres collaborateurs et ton expérience client aussi, surtout si c'est un collaborateur d'accueil et là, tous les jours 15 minutes ou plus en retard. Oui. En fait, c'est ton expérience accueil qui est dégradée. Exactement. Non, mais c'est pour ça. Je pense que, alors je dis pas attention de licencier à tout va. Je pense que moi, je crois déjà à essayer de remettre les gens. Ça dépend des cas, mais dans le droit chemin, tu vois. Et si licencier, il faut que ce soit, à mon sens, la dernière option. Oui. Tu vois. J'ai essayé, j'ai fait plein de choses, ça n'a pas fonctionné. C'est ma dernière option. Moi, je crois à ça, tu vois. Je pense qu'il faut quand même essayer en tant que manager de voir pourquoi cette personne est en retard. Est-ce que c'est vraiment du je m'en foutisme ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois, et essayer quand même de résoudre la situation. Mais si ça ne fonctionne pas, oui, il faut prendre son courage managérial à deux mains et le faire. Après, moi, ce que je faisais quand j'étais RH, c'est qu'à chaque fois que je faisais un licenciement, je provisionnais le risque. C'est-à-dire que je me disais, ok, là, ouais, il a tant d'ancienneté, il a tant de salaire. Imaginons que je le licencie pour faute grave. Ok, s'il va au prud'homme, si je perds, je vais devoir lui verser l'indemnité de licenciement que je lui ai pas versée, parce que si c'est pas faute grave, si c'est annulé, je dois lui verser le préavis. Et tu sais, le barème Macron, tu sais, à l'époque, c'est moi, ça existe pas. Je veux bien que tu précises ça, parce que pour le barème Macron, en fait, c'est quand un salarié va au prud'homme. Ouais, quand un salarié va au prud'homme, en fonction de son ancienneté, il y a un barème qui lui dit si son licenciement est injustifié. Il faut que le juge dise qu'il a été licencié de manière abusive. Il a droit avec un minimum d'indemnité et un maximum d'indemnité. Je le connais pas par cœur, mais imaginons pour 7 ans d'ancienneté, je sais pas si à vérifier, mais de mémoire, un minimum, si le licenciement est justifié, ce serait 3 mois de dommages et intérêts de salaire, donc 3 mois de salaire que l'employeur va devoir verser en plus du reste, jusqu'à 8 mois, par exemple. Donc moi, je prenais la fourchette haute, les 8 mois, et je disais à ma compta, voilà le licenciement pour tel et tel motif, voilà le risque en cas de prud'homme. Et après, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est la prescription. C'est-à-dire que toi, ton risque prud'homal en tant qu'employeur, c'est pas 30 ans. C'est 1 an pour le licenciement. Donc le salarié, il a 12 mois pour aller devant les prud'hommes pour... il vient de dire que son licenciement n'est pas justifié. Donc, au bout d'1 an, déjà, s'il y a prescription, tu sais que tu peux évacuer cette provision-là. Et c'est 3 ans pour les salaires. Donc, le salarié aura 3 ans pour revenir vers l'employeur via le prud'homme en disant « Mes heures sup n'ont pas été payées, par exemple. » Tu vois. C'est hyper intéressant. Ça, pour le coup, je ne le savais pas du tout. Et c'est un très bon point. J'avais justement des questions prud'homme pour un peu éviter et se muscler en cas de litige. Je pense que c'est un bon conseil de provisionner avant le prud'homme. Maintenant, reprenons notre exemple. On a ce collaborateur auquel on a collé un avertissement pour retard. Ça se reproduit quelques mois plus tard. On lui met une faute grave. On le licencie par conséquent. 3 mois plus tard, on est convoqué au prud'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employeur à ce moment-là? Alors, en tant qu'employeur, en fait, vous allez recevoir en fait un courrier par la poste du Conseil des prud'hommes, une convocation à ce qu'on appelle un bureau de conciliation. Et donc, ça va démarrer, c'est là où vous allez savoir que vous êtes devant les prud'hommes en général. Donc là, il faut savoir que pour les prud'hommes, pour être tout à fait transparente, il n'y a pas l'obligation d'avoir un avocat. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ça l'est pour une cour d'appel, par exemple. Si tu vas en cour d'appel, donc c'est la juridiction au-dessus du Conseil des prud'hommes qui va venir rejuger ton jugement si une des deux parties n'est pas d'accord. Là, l'avocat sera obligatoire. Au prud'homme, ce n'est pas obligatoire. Donc un employeur peut tout à fait se défendre seul. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je le déconseille fortement. Parce qu'honnêtement, le droit du travail, il est tellement compliqué que je vois pas en fait comment tu peux pas passer à côté de quelque chose. Et il me semble qu'il est quand même souvent très avantageux en faveur de l'employé. Donc, en tant qu'employeur, il vaut mieux bien être accompagné pour être sûr de pas faire de faux pas. Ouais. Il vaut mieux parce que, alors,
Concernant cette remarque, j'entends souvent. Alors, j'ai pas non plus. Ça fait 3 ans que je suis avocate et l'activité contentieuse, c'est pas. Ça doit être à peu près 20% de mon activité, tu vois. Je fais plutôt conseil ou négociation pour éviter le contentieux justement. Mais quand ça va au contentieux, honnêtement, mais je trouve que oui, le droit du travail, c'est vrai qu'il est très complexe pour les employeurs. Ça, c'est vrai. C'est très compliqué de s'y retrouver, de comprendre, de pas faire d'erreurs. Et c'est vrai que sur ça, c'est à l'avantage entre guillemets du salarié, puis ça rééquilibre en fait le rapport de force aussi entre les salariés et les employeurs. Donc ça a du sens aussi. Après, devant les prud'hommes, j'ai vu des très bons dossiers employeurs se faire tomber, être perdus devant le conseil des prud'hommes, et des très mauvais dossiers employeurs avec très peu de pièces gagnés, tu vois. Wow, ouais. Donc il faut pas croire, et les employeurs gagnent au prud'homme. Ça, c'est bien de l'entendre aussi, parce que c'est vrai que les employeurs gagnent au prud'homme. La légende dit que dès qu'il y a un prud'homme, l'employeur perd systématiquement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je l'ai vu, tu vois, où on gagnait côté employeur. Après, voilà, on gagne si on a des pièces, tu vois. On gagne si on a D'où l'intérêt d'avoir constitué un dossier solide auparavant et d'avoir accompagné le collaborateur aussi, qu'il ait été averti pour que, en fait, il tombe pas des nues et qu'il puisse pas dire, en fait, j'étais pas au courant le jour où il va nous coller un prud'homme. C'est intéressant d'avoir cette logique-là. Et puis, ce que tu disais aussi, de gérer le contentieux et préparer le avant. Et en fait, le prud'homme, c'est vraiment la dernière ligne parce qu'on n'a pas réussi à faire l'éventualité. C'est l'éventualité qu'il faut garder en tête, mais il faut pas être paralysé par ça. Encore une fois, sinon, tu ne fais rien, en fait. Oui. T'as peur, tu vis dans la peur, tu vois, et tu peux pas gérer ton entreprise sur de la peur constante, tu vois. Mais c'est vrai que pour l'employeur, c'est effrayant. Enfin, Mais je le comprends complètement. Ouais. Surtout quand on est dans des grosses structures, dans des gros groupes, ils ont les reins plus solides, tu vois. Mais quand t'es un hôtel indépendant, tu vois, de 10-15 chambres, où t'as pas une trésorerie de fou, tu vois, où t'as déjà beaucoup de dépenses, etc., bien sûr que c'est hyper angoissant, tu vois. Absolument. Ouais, complètement. C'est pas une interview qu'on fait aujourd'hui, c'est une masterclass de droit. J'espère que nos auditeurs se sont accrochés jusque-là. C'est jamais le sujet passion quand on est un opérationnel hôtelier. Pour autant, il est incontournable, donc je voulais vraiment l'aborder et je trouve que la manière dont tu le fais, elle est très concrète. On sent la RH, on sent celle qui a été proche des opérations et pour moi, en tout cas, tu as donné des conseils qui, en tant qu'hôtelier, me parlent beaucoup et que je pourrais très facilement appliquer dans mon établissement si j'en avais un.